Le conducteur américain moyen remplit son réservoir tous les 9 jours. Le conducteur japonais moyen le remplit tous les 14 jours. Même route, même physique, même essence. Résultat différent. Et la différence n'a rien à voir avec la voiture qu'ils conduisent, le moteur sous le capot ou quoi que ce soit qui coûte de l'argent à réparer. Cela se résume à 7 habitudes que la plupart des conducteurs américains n'ont jamais apprises. Parce que personne dans cette industrie n'a d'incitation financière à les enseigner. Ni les concessionnaires, ni les stations-service, ni les fabricants. Chaque gallon que vous ne brûlez pas est un gallon qu'ils ne vendent pas. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter ces 7 habitudes, en commençant par celle dont presque personne ne parle, et en terminant par l'unique habitude qui peut réduire votre consommation de carburant jusqu'à 30%. Dès votre prochain trajet, restez avec moi. Celui-ci est presque embarrassant une fois que vous le voyez parce qu'il vous a coûté de l'argent chaque jour et que vous n'y avez probablement jamais pensé. Je parle de votre coffre, plus précisément de tout ce que vous y transportez sans vous en rendre compte. La plupart des voitures américaines sont des unités de stockage roulantes. J'ai effectué des inspections de routine sur des véhicules de clients et j'ai trouvé des clubs de golf, des boîtes à outils complètes, des kits d'urgence avec suffisamment d'équipement pour survivre un mois dans la nature, des sacs de sel de voirie restant de l'hiver dernier, des sièges auto que les enfants ont délaissés il y a 2 ans. Un gars avait une roue de secours posée sur sa roue de secours parce qu'il avait oublié qu'il en avait déjà une. Tout ce poids coûte du carburant à chaque kilomètre que vous parcourez. Voici la physique, et je la ferai simple. Chaque 100 livres supplémentaires que vous transportez dans cette voiture augmente votre consommation de carburant d'environ 1 à 2%. Cela semble peu, mais faites le calcul sur une année complète. Si vous conduisez 12 000 miles par an avec 200 livres supplémentaires dans le coffre, ce qui est en fait une estimation conservatrice pour le conducteur américain moyen, vous brûlez entre 2 et 4% de carburant en plus pendant tout ce temps. Ce n'est pas rien. C'est de l'argent réel qui va directement à la station-service et ne revient jamais. Les conducteurs japonais traitent le coffre comme un bien immobilier de premier choix. Rien n'y va, à moins d'y appartenir et d'être utilisé régulièrement. Pas d'articles saisonniers laissés depuis 3 mois. Pas de poids, au cas où, qui n'est jamais touché. Les Japonais ont un concept appelé muda. Cela signifie gaspillage. Plus précisément, le type de gaspillage qui se produit silencieusement, sans drame, sans que personne ne le remarque avant de l'additionner. Le poids mort dans votre voiture est du muda sous sa forme la plus pure. Cela vous coûte chaque jour et ne vous donne absolument rien en retour. La solution prend 10 minutes. Allez à votre voiture juste après cette vidéo. Sortez tout de ce coffre et ne remettez que ce dont vous avez réellement besoin. Une vraie roue de secours, un cric, des câbles de démarrage. Tout le reste rentre à l'intérieur. Votre jauge de carburant montrera la différence d'ici la fin de la semaine. Et pendant que vous y êtes, regardez aussi la galerie de toit. Si vous avez une galerie de toit ou un porte-bagages qui reste sur la voiture toute l'année, même lorsque vous ne transportez rien, vous payez une pénalité aérodynamique à chaque kilomètre que vous parcourez. Une galerie de toit vide peut augmenter la consommation de carburant de 5 à 7% à vitesse d'autoroute juste à cause de la traînée qu'elle crée. Retirez-la lorsque vous ne l'utilisez pas. Cela prend 5 minutes. Les Japonais n'en laisseraient jamais une entre 2 trajets. Pour eux, laisser une traînée inutile sur une voiture quand on n'a pas de chargement, c'est comme laisser le moteur tourner quand on est garé. Une consommation inutile qui ne sert à rien. Je veux parler des pneus. Pas de l'achat de nouveaux pneus, pas des marques, pas de la profondeur de la bande de roulement. La pression des pneus. Plus précisément, comment la relation japonaise avec elle est complètement différente de l'américaine. Au Japon, il est considéré comme normal, attendu même, de vérifier la pression de vos pneus
à chaque fois que vous vous arrêtez pour faire le plein. Pas une fois par mois, pas quand le voyant du tableau de bord s'allume, à chaque fois. Ce petit rituel, qui prend environ 3 minutes, est l'une des habitudes les plus rentables qu'un conducteur puisse prendre. Voici pourquoi cela compte plus que la plupart des gens ne le réalisent. Un pneu qui est 6 psi en dessous de la pression recommandée et 6 psi en dessous n'est pas à plat, il semble complètement normal à l'œil nu, augmente la résistance au roulement. La résistance au roulement est la force que votre moteur doit surmonter juste pour maintenir les roues en rotation. Plus de résistance signifie plus de carburant brûlé. Un seul pneu qui est 6 psi en dessous vous coûte environ 3% de plus en consommation de carburant. Maintenant, multipliez cela par 4 pneus et comprenez que la plupart des conducteurs américains roulent avec au moins 1 ou 2 pneus sous-gonflés à tout moment et vous commencez à voir l'ampleur du gaspillage. Voici la partie à laquelle l'industrie du pneu ne veut pas que vous pensiez trop attentivement. Les pneus perdent naturellement de la pression. Cela se produit sans aucune perforation, sans aucun dommage, à travers le caoutchouc lui-même, à travers les changements de température, à travers l'utilisation normale. Un pneu peut perdre 1 à 2 PSI chaque mois juste en étant là. Les pneus que vous avez vérifiés pour la dernière fois au printemps sont presque certainement sous-gonflés en été. Ceux que vous avez vérifiés il y a 6 mois, on n'en parle même pas. L'habitude japonaise est simple. Chaque fois que le pistolet entre dans le réservoir, vous faites le tour et vérifiez la pression. Les stations-service ont des pompes à air gratuites. Cela ne coûte rien, sauf 3 minutes de votre temps. Le retour sur ces 3 minutes au cours d'une année est mesurable en dollars réels. Les clients qui font ce seul changement et rien d'autre reviennent et me disent que leur kilométrage s'est amélioré de manière notable. Pas de nouvelles voitures, pas d'additif spécial, juste la bonne pression d'air. Il y a une dimension supplémentaire à cela que personne ne mentionne dans le contenu habituel sur les économies de carburant. Les variations de température sont votre ennemi en ce qui concerne la pression des pneus. Pour chaque baisse de 10 degrés Fahrenheit de la température extérieure, vos pneus perdent environ 1 PSI. Cela signifie qu'une voiture qui était correctement gonflée en septembre peut rouler avec 3, 4, voire 5 PSI en moins en décembre sans une seule perforation. Dans la moitié nord de ce pays, cette variation de température se produit plusieurs fois par saison, parfois au cours de la même semaine. Les conducteurs japonais qui vérifient à chaque plein de carburant détectent ces baisses de pression avant qu'elles ne s'aggravent. Les conducteurs américains qui vérifient une fois par mois roulent chroniquement sous-gonflés pendant toute la saison froide et ne font jamais le lien avec la consommation de carburant dont ils se plaignent tout l'hiver. Il m'a fallu des années pour comprendre cela clairement, même en travaillant tous les jours dans des ateliers, car personne n'en parle de cette façon. La climatisation de votre voiture n'est pas une décision d'allumer ou d'éteindre. C'est une décision de timing. Et la plupart des conducteurs américains l'utilisent exactement de la mauvaise manière, au mauvais moment. Le moment le plus coûteux pour faire fonctionner votre climatiseur est les 2 premières minutes après avoir démarré la voiture par une chaude journée. L'habitacle est à son plus chaud. Le moteur est encore froid et travaille plus fort que la normale pour atteindre sa température de fonctionnement. Le compresseur se met en marche à pleine charge. Et vous êtes assis là, au point mort ou à peine en mouvement, à solliciter le système à l'arrêt complet pendant qu'il essaie de rattraper son retard. Cette combinaison, habitacle chaud, moteur froid, charge maximale du compresseur à vitesse nulle, est le pic de consommation de carburant le plus important que vous générerez pendant tout votre trajet. La plupart des gens le font tous les jours sans y penser à 2 fois. Ce que les conducteurs japonais font à la place est simple et contre-intuitif. Par une chaude journée, avant d'entrer, ils craquent les fenêtres pendant 60 secondes, juste pour laisser l'air surchauffé s'échapper. La voiture n'a pas besoin de refroidir complètement. Elle a juste besoin de cesser d'être un four. Puis, quand ils entrent et commencent à rouler,
Ils ouvrent les fenêtres pour la première ou les 2 premières minutes de mouvement, laissent le flux d'air de la route provoquer la baisse de température initiale, et seulement ensuite allument la climatisation. À ce moment-là, l'habitacle a suffisamment baissé pour que le système n'ait pas à lutter à pleine charge depuis l'arrêt. Ils éteignent également la climatisation environ 2 minutes avant d'arriver à destination. L'habitacle est déjà frais. Le compresseur n'a pas besoin de fonctionner pendant ces 2 dernières minutes. C'est un confort gratuit. Le système a déjà fait le travail et vous naviguez simplement sur l'air froid qu'il a déjà généré. Je veux contester quelque chose ici. La plupart des vidéos sur les économies de carburant vous disent de simplement rouler avec les fenêtres ouvertes et d'ignorer complètement la climatisation. Je pense que ce conseil est paresseux et faux. Sur autoroute, au-dessus de 50 mph, 80 km/h, les fenêtres ouvertes créent une traînée aérodynamique qui vous coûte plus de carburant que le compresseur de climatisation. La solution n'est pas d'éliminer la climatisation, c'est de l'utiliser avec intelligence. C'est l'approche japonaise. Pas moins de confort, mais un confort plus intelligent. Il y a une grande différence. Chaque voiture a ce que les ingénieurs appellent un sweet spot, point idéal, une plage de vitesse où le moteur, la transmission et l'aérodynamisme travaillent tous ensemble avec le moins d'efforts possible. En dehors de cette plage, dans un sens ou dans l'autre, vous brûlez du carburant supplémentaire à chaque kilomètre parcouru. À l'intérieur, vous roulez aussi près de l'optimum que la voiture a été conçue pour le faire. Pour la grande majorité des voitures et camions légers américains, ce point idéal se situe entre 45 et 55 mph, 72 et 98 km/h, sur l'autoroute. Pas 65, pas 70, mais 45 à 55. Au-dessus de cette plage, la traînée aérodynamique augmente de manière exponentielle. Pas progressivement, mais exponentiellement. Passer de 55 à 75 km/h, 88 à 120 km/h, n'ajoute pas une petite traînée. Cela double presque la résistance aérodynamique que votre moteur doit vaincre. Cela se manifeste directement dans votre consommation de carburant et rapidement. La culture de la conduite sur autoroute japonaise reflète cette compréhension. Les limitations de vitesse au Japon sont plus basses, et les conducteurs japonais les respectent réellement, non seulement en raison de l'application de la loi, mais aussi en raison d'une compréhension culturelle répandue selon laquelle l'efficacité et la vitesse sont en tension directe au-delà d'un certain seuil. Le point idéal est une connaissance commune. Y rester est considéré comme une compétence de base au volant. Je comprends que vous ne pouvez pas rouler en toute sécurité à 50 000 mph, 80 km/h, sur une autoroute américaine. Je ne vous dis pas de le faire. Ce que je vous dis, c'est qu'à chaque fois que vous roulez au-dessus de 65, 105 km/h, vous êtes en dehors de la zone efficace et le coût en carburant de ce choix est réel. Sur les routes où cela est pratique, routes secondaires, routes rurales, trafic suburbain léger, l'utilisation de cette fenêtre de 45 à 55, 72 à 98 km/h fait une réelle différence. Les conducteurs japonais saisissent chaque occasion de l'utiliser. Les conducteurs américains ne le font généralement pas parce que personne ne leur a jamais expliqué ce que cela leur coûtait. Voici autre chose à savoir sur ce point idéal. Il ne s'agit pas seulement de vitesse. Il s'agit de 1500 à 2200 tours par minute, dans le rapport le plus élevé. C'est la plage où le cycle de combustion est le plus efficace, où le moteur fait un travail réel sans être stressé, et où le rapport carburant-distance est à son meilleur. Si vous avez un compte-tours dans votre voiture, jetez-y un coup d'œil la prochaine fois que vous êtes sur un tronçon d'autoroute confortable à environ 50 mph. Cette position de l'aiguille est votre objectif. C'est l'état de repos naturel du moteur. Tout ce qui se trouve de chaque côté vous coûte plus que nécessaire. Part de Fueduln. C'est là que je constate le plus de confusion.
même parmi les personnes qui se considèrent comme des conducteurs prudents et efficaces. Il existe une croyance répandue dans ce pays selon laquelle une conduite souple signifie une accélération lente. Que si vous voulez économiser du carburant, vous appuyez sur l'accélérateur aussi doucement que possible et vous atteignez la vitesse comme si vous livriez des œufs. Je veux être direct avec vous. Cette croyance est fausse, et si vous conduisez de cette façon, cela peut en fait vous coûter du carburant plutôt que de vous en faire économiser. Accélération souple et accélération lente ne sont pas la même chose. Loin de là. La différence se résume au régime moteur, tours par minute, qui est essentiellement l'intensité du travail du moteur. Chaque moteur à essence a une plage où il fonctionne efficacement. Et cette plage se situe en dessous d'environ 2500 min lors d'une accélération normale. Au-dessus de ce seuil, la consommation de carburant augmente fortement. En dessous, vous êtes dans la zone efficace. L'objectif est d'accélérer avec suffisamment de détermination pour passer rapidement les vitesses en atteignant un rapport supérieur le plus rapidement possible, tout en maintenant le moteur en dessous de ce plafond de régime pendant tout le temps. Si vous accélérez trop lentement, vous restez bloqué dans les rapports inférieurs plus longtemps que nécessaire. Les rapports inférieurs signifient un régime plus élevé à une vitesse donnée. Un régime plus élevé signifie que le moteur travaille plus dur et brûle plus de carburant. Vous n'économisez rien. Vous faites en fait travailler le moteur plus qu'il ne le devrait en le maintenant dans le mauvais rapport. Accélérer avec un peu plus d'intention, mais toujours en douceur et sans écraser la pédale, vous permet d'atteindre le rapport supérieur plus rapidement et d'entrer plus tôt dans la plage efficace. L'enseignement de la conduite japonais l'enseigne explicitement. L'objectif n'est pas d'être la voiture la plus lente au démarrage. L'objectif est d'être la plus efficace. Et ce sont des choses réellement différentes. Accélération ferme, souple et délibérée, en maintenant le compte-tours en dessous de 2500 min, en changeant de vitesse tôt, en atteignant votre vitesse de croisière aussi rapidement que possible. C'est la méthode. J'ai eu un client il y a 4 ou 5 ans qui conduisait une Honda Civic bien entretenue, sans aucun problème mécanique, et qui se plaignait que sa consommation de carburant était nettement pire que l'estimation de l'EPA pour cette voiture. Nous avons fait un court trajet ensemble et j'ai repéré le problème en quelques minutes. Il accélérait si lentement à chaque arrêt qu'il passait 15 ou 20 secondes en deuxième vitesse, le moteur peinant à haut régime pour faire avancer la voiture à basse vitesse. Il croyait sincèrement qu'il était efficace. Il faisait exactement le contraire. Nous avons travaillé sur sa technique pendant un plein d'essence. Son kilométrage a augmenté de près de 15%. Même voiture, même itinéraire, juste une habitude différente. La majorité des conducteurs américains utilisent la pédale de frein à chaque fois qu'ils doivent ralentir. Cela semble naturel. C'est ce que l'auto-école a enseigné et cela fait le travail. Mais il existe une autre façon de ralentir une voiture qui ne vous coûte absolument rien en carburant. Et dans les véhicules modernes, c'est en fait plus efficace que le freinage. Dans la plupart des situations quotidiennes, cela s'appelle le frein moteur, et c'est ce qui se rapproche le plus d'un outil gratuit d'économie de carburant qui existe dans la voiture que vous possédez déjà. Voici la mécanique. Lorsque vous conduisez avec une vitesse engagée, pas au point mort, pas en roue libre, mais en marche, avec les roues réellement connectées à la transmission, et que vous relâchez complètement l'accélérateur, les injecteurs de carburant d'un moteur moderne à injection de carburant se coupent presque entièrement. Le moteur tourne toujours. Il est toujours connecté aux roues. Mais l'ordinateur reconnaît qu'aucune sollicitation de l'accélérateur n'est demandée et coupe l'alimentation en carburant. Vous décélérez gratuitement. La propre compression du moteur ralentit la voiture sans brûler une quantité significative de carburant pendant ce temps. Coût zéro. La voiture ralentit d'elle-même.
Ce n'est pas une astuce ou une solution de contournement. C'est ainsi que l'injection de carburant fonctionne sur toutes les voitures construites au cours des 20 dernières années et plus. Le système est conçu pour faire cela. La plupart des conducteurs américains n'ont tout simplement jamais appris que cela se produisait parce que personne dans l'éducation routière n'en parle. Et l'industrie automobile n'a certainement aucune raison de le faire savoir. Les conducteurs japonais utilisent constamment le frein moteur. Ils lisent la route loin devant et j'expliquerai exactement à quelle distance dans un instant, et ils chronomètrent leur approche des ralentissements afin de pouvoir rouler sur la compression du moteur aussi longtemps que possible avant que les freins physiques ne deviennent nécessaires. En conduite urbaine, où vous approchez régulièrement des feux de signalisation, des panneaux stop et des véhicules qui ralentissent, un conducteur qui utilise bien le frein moteur peut parcourir des pâtés de maisons entiers sans toucher l'accélérateur ni le frein. La voiture roule simplement, ralentit d'elle-même et arrive à l'arrêt en n'ayant consommé presque rien sur les dernières centaines de mètres. Le changement d'habitude est simple. Arrêtez de tendre la main vers la pédale de frein dès que vous voyez une raison de ralentir. Levez d'abord le pied de l'accélérateur. Laissez le frein moteur faire son travail. N'utilisez le frein réel que lorsque vous avez réellement besoin d'immobiliser complètement la voiture, pas au moment où vous réalisez pour la première fois qu'un arrêt pourrait approcher. Il y a un avantage secondaire qui se cumule avec le temps et dont presque personne ne parle. Les plaquettes de frein s'usent en proportion directe de la fréquence et de l'intensité de leur application. Un conducteur qui utilise bien le frein moteur, qui arrive aux arrêts en ralentissant déjà au lieu d'arriver vite et de freiner fort, peut facilement doubler la durée de vie de ses plaquettes de frein par rapport à un conducteur réactif. Les plaquettes de frein sur une voiture avec de bonnes habitudes de frein moteur peuvent durer 60, 70, voire 80 000 miles. La même voiture conduite de manière réactive pourrait nécessiter un remplacement tous les 30 à 40 000. Multipliez cela par le coût d'une intervention sur les freins, qui chez un concessionnaire ou un atelier en chaîne peut facilement atteindre 300 à 400 $. Et l'habitude du frein moteur vous fait économiser de l'argent dans deux directions simultanément. Moins de carburant brûlé et moins d'usure sur une pièce consommable qui coûte de l'argent réel à remplacer. Les Japonais ne séparent pas ces choses. La conduite efficace est holistique. Chaque décélération en douceur est un petit dépôt dans un compte qui rapporte des années durant. Tout ce qui figure sur cette liste, le poids du coffre, la pression des pneus, la discipline de la climatisation, la plage de vitesse, le contrôle de l'accélération, le frein moteur, tout cela dépend de quelque chose qui n'est pas du tout une technique. Ce n'est pas un réglage sur votre voiture. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter. C'est une façon de penser en conduisant. Et les conducteurs japonais l'ont intégré à leur approche au volant depuis des décennies, d'une manière que la plupart des conducteurs américains n'ont tout simplement pas. Cela s'appelle la conduite anticipée. Au Japon, ce n'est pas considéré comme une compétence avancée réservée aux journées sur piste ou aux compétitions d'économie de carburant. C'est considéré comme la base d'une conduite compétente. La conduite anticipée signifie lire la route 15 à 20 secondes avant votre position actuelle, pas 5 secondes. Pas réagir à ce qui se passe à votre pare-choc avant. 15 à 20 secondes. À vitesse d'autoroute, cela représente environ un quart de mile. En ville, c'est 2 ou 3 pâtés de maison avant où vous êtes actuellement. Vous voyez le feu de circulation à un quart de mile devant passer au jaune. Vous levez le pied maintenant. Vous roulez en roue libre sur le frein moteur. Au moment où vous atteignez cette intersection, il est peut-être repassé au vert, et vous la traversez sans jamais vous arrêter, sans freiner fort, sans avoir à réaccélérer à partir de zéro. Ou il reste au rouge, mais vous arrivez en roulant lentement au lieu d'arriver à 30 mph, quand 48 km, et de piler sur les freins. Dans les deux cas,
Vous n'avez presque rien brûlé par rapport au conducteur qui a gardé le pied dessus jusqu'à 50 pieds, 15 mètres, de la ligne. Vous voyez les feux stop 2 ou 3 voitures devant. Pas une voiture devant, pas le pare-choc devant vous. Vous avez déjà relâché l'accélérateur avant même que la voiture devant vous n'ait touché ses freins. Le conducteur à côté de vous pense que vous avez des réflexes surnaturels. Ce que vous avez en réalité, c'est une fenêtre de 15 secondes que tout le monde autour de vous ignore. Vous voyez une fusion de voies, approcher, une descente, une zone scolaire, un rond-point. Vous avez déjà ajusté votre vitesse avant que l'une de ces situations ne devienne urgente. Vous ne vous précipitez jamais pour ralentir parce que vous ne laissez jamais la situation atteindre le point où ralentir semble urgent. C'est l'habitude qui fait que tout le reste de cette liste fonctionne réellement dans le monde réel. Le frein moteur ne fait économiser du carburant que si vous voyez le ralentissement suffisamment loin pour l'utiliser. Rester dans la plage de vitesse efficace ne fonctionne que si vous ne poursuivez pas constamment le trafic. Une accélération douce n'a d'importance que si vous ne brûlez pas de temps et de carburant pour compenser un arrêt brutal que vous auriez pu éviter. L'écart de consommation de carburant entre un conducteur réactif et un conducteur anticipatif sur le même itinéraire dans la même voiture a été mesuré à plusieurs reprises entre 20 et 30%. Cela ne vient pas d'un moteur différent. Cela ne vient pas d'un additif de carburant ou d'une puce de réglage. Cela vient de la direction dans laquelle une personne choisit de regarder en conduisant. Je serai honnête avec vous, c'est l'habitude la plus difficile à acquérir sur cette liste, car la conception des routes américaines s'y oppose à chaque tournant. Voies larges, trafic rapide, changement de voie constant, fusion imprévisible. L'environnement vous pousse en mode réactif. Choisir de regarder plus loin doit être une décision délibérée, prise à chaque trajet jusqu'à ce que cela devienne automatique. D'après mon expérience avec les conducteurs, il faut environ 3 semaines de pratique intentionnelle avant que cela ne commence à sembler naturel. Après cela, cela devient simplement votre façon de conduire. Il existe un exercice pratique que les Japonais utilisent pour développer délibérément cette compétence. Lorsque vous montez dans la voiture, avant de quitter un parking ou une allée, vous vous dites à voix haute, si cela aide, 20 secondes. C'est votre signal. Cela vous rappelle d'étendre votre horizon visuel avant même de bouger. Puis, à votre premier feu rouge, au lieu de regarder la voiture devant vous, vous regardez 2 feux plus loin. De quelle couleur sont-ils? Quel est le schéma de circulation au-delà du prochain pâté de maison? Vous entraînez vos yeux à cesser de se fixer sur l'immédiat et à commencer à lire le schéma. La plupart des gens ne pensent jamais à ce qui se passe à plus d'une longueur de voiture devant eux. 20 secondes de temps sur la route, c'est un monde complètement différent. Et une fois que vous commencez à le voir, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Les Japonais ne présentent pas cela comme une stratégie d'économie de carburant. Ils appellent cela simplement la conduite attentive. L'efficacité énergétique est un sous-produit du fonctionnement d'un véhicule tel qu'il est censé être utilisé, sans urgence inutile, sans mouvement gaspillé, sans demander à la voiture de faire un travail qu'elle n'avait pas besoin de faire. Les effets secondaires sont que vos freins durent plus longtemps, vos pneus durent plus longtemps, votre niveau de stress au volant diminue notablement et vous ne ferez presque plus jamais d'arrêt d'urgence brutal dans votre vie. So, let's put all 7 together. 1. Videz votre coffre et retirez la galerie de toit lorsque vous ne l'utilisez pas. Le poids mort et la traînée inutile sont un gaspillage quotidien silencieux qui représente de l'argent réel sur une année. 2. Vérifiez la pression de vos pneus à chaque fois que vous faites le plein, pas une fois par mois, et surtout lorsque les saisons changent et que les températures baissent. Le froid dégonfle les pneus plus rapidement que tout, et la plupart des conducteurs ne font jamais le lien. 3. Utilisez la climatisation de manière stratégique. Pré-ventilez l'habitacle avant d'entrer.
Faites fonctionner le système intelligemment une fois que vous êtes en mouvement. Éteignez-le 2 minutes avant d'arriver à destination. 4. Connaissez le point idéal de la plage de vitesse efficace de votre voiture. Pour la plupart des véhicules, c'est 45 à 55 mph, 72 à 88 km/h, et utilisez toutes les routes qui vous permettent de rester dans cette plage. 5. Accélérez avec intention et contrôle, pas lentement. Restez en dessous de 2500 km/h et passez les vitesses rapidement au lieu de traîner dans un rapport inférieur à haut régime. 6. Utilisez le frein moteur. Levez le pied de l'accélérateur tôt. Laissez la voiture ralentir d'elle-même gratuitement. Gardez la pédale de frein pour lorsque vous avez réellement besoin de vous arrêter et regardez vos plaquettes de frein durer 2 fois plus longtemps. Et 7. Voyez la route 20 secondes devant vous. Arrêtez de réagir à ce qui est déjà à votre pare-choc. Commencez à anticiper ce qui est 2 ou 3 pâtés de maison plus loin. Aucune de ces choses ne coûte $1. Pas de pièces, pas de visite à l'atelier, pas d'abonnement, pas de mécanicien requis. Juste 7 habitudes construites une à la fois, appliquées chaque fois que vous prenez le volant. Les Japonais ont compris cela il y a longtemps. Les stations-service et les concessionnaires de ce pays comptent sur le fait que vous ne le ferez jamais. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi laquelle de ces 7 vous commencerez demain. Je lis chacun d'eux. If these insights change the way you look at your daily commute and your fuel gauge, please subscribe to the channel and give this video a like. We are uncovering the automotive truths that the industry tries to keep hidden. Start driving smarter today. The next mechanical secret will be revealed soon.